Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 16 septembre. Nous reviendrons tout d'abord sur la catastrophe aérienne qui s'est produite sur l'île touristique de Phuket en Thaïlande. Un avion de ligne s'est écrasé à l'atterrissage. Près de 90 morts et une quarantaine de survivants. Parmi eux, de nombreux touristes étrangers. Un Français a trouvé la mort dans cet accident. Une nouvelle bagarre entre bandes qui fait la une de l'actualité. Cette fois, elle a eu lieu dans un centre commercial. Hier, en plein après-midi, dans l'Essonne, un jeune a sorti une arme et a tiré, blessant grièvement deux jeunes d'une vingtaine d'années. Quels sont les plans de Vladimir Poutine? Le président russe n'entend pas apparemment quitter le pouvoir aussi facilement. En nommant un inconnu au poste de Premier ministre cette semaine, il assoit une nouvelle fois son pouvoir sur le Kremlin. C'est le dossier de ce journal. La nouvelle déconvenue du sport français, l'équipe de France de basket, encadrée par l'un des meilleurs joueurs au monde, Tony Parker, n'ira pas aux Jeux Olympiques de Pékin. Défaite aujourd'hui par l'équipe de Slovénie qui prend sa place. Enfin du cinéma avec le film Un cœur invaincu, film avec Angelina Jolie qui incarne la veuve du journaliste américain Daniel Pearl, assassiné au Pakistan alors qu'il enquêtait sur les réseaux terroristes. Et commençons donc ce journal par cette catastrophe aérienne qui s'est déroulée sur l'île touristique de Phuket en Thaïlande. Un avion d'une compagnie locale qui arrivait en provenance de Bangkok s'est écrasé à l'atterrissage. Le bilan est très lourd, près de 90 victimes, parmi elles un Français selon le Quai d'Orsay. Mais il y a des survivants, on parle ce soir d'une quarantaine de blessés. L'avion transportait de nombreux touristes étrangers. Arnaud Comte. Autour de la carcasse disloquée de l'avion, des dizaines d'ambulances. Sous une pluie battante, les secours extraient les corps un à un. Au moment du crash, des passagers ont été éjectés, d'autres piégés par les flammes. C'était en fin d'après-midi. Cet avion d'une compagnie thaïlandaise quitte Bangkok pour se rendre à Phuket, paradis des touristes. À son bord, 123 passagers, des étrangers principalement. Le temps est épouvantable, mais le pilote tente malgré tout d'atterrir. L'appareil aurait alors rebondi sur le tarmac avant de s'écraser contre les arbres qui bordent la piste. Un rescapé irlandais raconte à la télévision thaïlandaise. L'avion était en train d'atterrir, puis il est tombé. On sentait bien que quelque chose n'allait pas. Ensuite, il y a eu un gros boom. C'est tout ce dont je me souviens. Une quarantaine de passagers a survécu. Les blessés ont tous été évacués vers les hôpitaux de l'île. 2 Français sont rescapés, un troisième a trouvé la mort, mais ce bilan reste provisoire. Certaines familles n'ont toujours aucune nouvelle de leurs proches parce que la plupart des corps ne sont pas encore identifiés. Pour faciliter les opérations de secours, l'aéroport de Phuket est ce soir toujours fermé. Dans l'épave, les enquêteurs recherchent la boîte noire. Elle détient des éléments précieux pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Et ce soir, un numéro vert a été mis en place au Quai d'Orsay pour les familles, le 0800 174 174. Il y aurait eu 6 coups de feu hier après-midi dans le centre commercial Belle Épine de Thiers dans l'Essonne. 6 coups de feu tirés par un jeune homme en pleine bagarre entre bandes. Les vigiles ont finalement réussi à intervenir, mais 2 membres d'un des groupes ont été blessés par balle. C'est l'une des premières fois en France qu'une arme à feu est utilisée dans ce type d'affrontement. Sur place, le reportage de Pierre Monégier et Tristan Lebras. Ce sont les vigiles qui ont maîtrisé le tireur. Ils ont compté les coups de feu et à la 6e détonation se sont jetés sur lui, sachant que son chargeur était vide. À l'origine de la fusillade, une banale altercation entre 2 bandes rivales de cités voisines. C'était 2 groupes de 5 ou 6 personnes. La provocation s'est faite entre un individu et 2 autres qui sont frères. Et quand le premier a sorti son arme et qu'il a tiré en direction des 2 autres, tout le monde s'est éparpillé et a pris la fuite. Ce qui est arrivé aujourd'hui, ça reste un fait divers. Il n'y a pas de généralisation de violence en bande organisée dans le centre commercial Belle Épine. Les 2 victimes, des jumeaux de 21 ans, ont été grièvement blessés, mais leurs jours ne sont pas en danger. Le tireur, âgé de 23 ans, est toujours en garde à vue. Il a reconnu les faits et devrait être mis en examen demain pour tentative d'homicide volontaire. Ce matin, le centre commercial a rouvert ses portes. De nombreuses familles se rendaient au cinéma ou au restaurant sans inquiétude particulière. Ça ne fait qu'illustrer ce qu'on voit partout, dans la banlieue. Oui, la violence partout. Et alors, la violence partout. On s'habitue pas, mais bien sûr. Vous avez vu. Ça vous inquiète ou... La preuve, non, je suis là aujourd'hui. Non, franchement, ça va, quoi. C'est dans l'air du temps. La bagarre aurait pourtant pu tourner au drame. Elle a éclaté dans une allée très fréquentée. 10 000 personnes faisaient les boutiques au moment de la fusillade.
Et l'actualité avait été marquée récemment par cette question des affrontements entre bandes rivales, mais l'utilisation d'une arme à feu en plein centre commercial démontre une escalade de la violence dans ce type d'affaires. Un type de dossier qui est encore assez nouveau pour la police en France. Emmanuel Lambert, Charles Baget. Gare du Nord cet après-midi. Quelques semaines après les échauffourées, le dispositif de sécurité a été renforcé et cela se voit. Militaires, gendarmes, policiers, les patrouilles sont plus nombreuses, les commerçants eux sont un peu rassurés. Ils sont vraiment présents. C'est vrai qu'avant, on les voyait pas tellement. Et là, c'est vrai que depuis quelques semaines, on les voit partout. Les chiffres sont sans appel. Si le phénomène de bande n'est pas nouveau, les affrontements sont plus fréquents, mais surtout de plus en plus violents. Depuis le début de l'année, le nombre de rixes a augmenté de 29% par rapport à 2006. Selon la police, les membres de ces groupes sont de plus en plus jeunes et l'altercation d'hier soir à Thiers le prouve. Certains individus n'hésitent pas à se servir d'armes à feu. Trouve certaines armes à feu dans le trafic souterrain d'armes à feu qui est courant notamment via la Yougoslavie et l'Europe de l'Est. Ces armes à feu sont utilisées de façon ponctuelle pour régler des comptes, pour intimider et pour asseoir une autorité dans un quartier. D'après certains syndicats de police, les bandes sont de moins en moins surveillées, de moins en moins infiltrées. Les renseignements généraux, par exemple, se sont focalisés sur les milieux islamistes depuis plusieurs années et non plus sur les gangs. Autant dire qu'aujourd'hui, pratiquement, plus personne s'occupe des phénomènes de bande. Or, dans ce problème, ce qu'il faut bien évidemment détecter, identifier, voire surveiller les bandes pour pouvoir anticiper leur action. Une nouvelle priorité pour le gouvernement. Il a décidé de mettre les moyens en hommes pour enrayer le phénomène de bande à Paris et dans sa banlieue. Quant à la justice, elle s'est prononcée pour une réponse pénale plus ferme contre les auteurs de ces violences urbaines. On ignore comment une petite embarcation a pu chavirer sur la Marne hier après-midi. 3 personnes, dont un enfant, étaient à bord. Après des heures de recherche, les 3 corps ont été retrouvés en fin d'après-midi près de la commune de Trilbardou, en Seine-et-Marne. Francis Mazoyer, Thomas Donzel. Les familles s'y étaient préparées. Après 24 heures de recherche, les corps des 3 occupants du bateau ont donc été retrouvés. Les plongeurs les ont localisés en contrebas d'un barrage, à l'endroit même où ils avaient chaviré hier après-midi. La thèse accidentelle est privilégiée. Il est possible que le pilote ait été surpris par la violence des flots. Dans les médias, on n'est pas en mesure de l'assurer. Donc les différentes constatations subaquatiques sur l'embarcation ou sur les corps vont se faire ou ont été faits pour une partie d'entre elles. Et donc nous permettrons certainement, en relation avec le parquet de Meaux, d'aboutir effectivement à des conclusions. Les 3 victimes étaient parties pour une promenade sur la Marne hier après-midi. Le propriétaire de l'embarcation, 60 ans, un père de 40 ans et son fils de 11 ans sont morts noyés. Ils n'avaient pas de gilet de sauvetage. Ce matin, la sœur du père de famille ne voulait pas se résigner. On a toujours espoir qu'ils soient vivants. On a toujours espoir. Que s'est-il réellement passé? Nous avons retrouvé un pêcheur, principal témoin du drame. D'après lui, le bateau s'est mal positionné face au barrage. S'il avait eu l'avant du bateau face à la cascade, il aurait été emporté, c'est tout, il partait le bateau. Mais là, collé comme il est là, ça fait le système du mouvement de la machine à laver, quoi, qui tourne. Il a basculé 1 fois, 2 fois, et la 3e fois, il s'est retourné carrément. Les familles sont venues reconnaître les corps dans cette petite maison. Demain, des autopsies et analyses toxicologiques seront pratiquées sur les victimes. Nous vous en parlions à 13h, près de 300 touristes, pour la plupart des Français, ont été bloqués 3 jours en République dominicaine. Des vacances forcées en raison des problèmes techniques de leur avion. Un avion affrété par la compagnie XL Airways. Reportage Valérie Le Rouge et Marie Cazot. On va porter plainte. Alors je ne sais pas si c'est XL Airways, Look Voyage ou les deux, mais je peux vous dire que vous allez entendre parler de nous. Exténués et très remontés. Les 291 passagers en provenance de Samana ont enfin atterri cet après-midi avec près de 3 jours de retard. C'était un peu raté, quoi. Nous on était en lune de miel, donc on va dire qu'on se rappellera. Il y a eu un cruel manque d'informations. Ensuite, on a fini par nous donner 10 $ par personne. On a pu manger. Les cadres de la compagnie ont mouillé la chemise pour accueillir au mieux et calmer les passagers excédés. Des passagers qui ont acheté leur voyage auprès de 4 tours opérateurs différents. Et visiblement, certains voyagistes ont mieux géré la crise que d'autres. Nous avons passé 2 jours et demi dans un 5 étoiles, gratuitement, donc tout est parfait. Un retard dû à une série noire pour la compagnie.
L'Airbus A330 d'XL souffrait d'une panne sans conséquence a priori que n'importe quel aéroport international est supposé pouvoir réparer, mais pas celui de Samana. On a donc envoyé un avion avec nos propres techniciens, on a mobilisé toute l'entreprise, on a regardé si on pouvait dérouter d'autres avions et on n'a pas pu le faire en termes de réseau et de disponibilité équipage parce que c'est très compliqué. Je rappelle qu'on est sur un problème à l'autre bout du monde. La compagnie ne peut pas promettre de dédommagement ce soir. Ce sera négocié avec les voyagistes. En attendant, les passagers en correspondance profiteront d'une nuit d'hôtel en plus offerte, mais cette fois à Paris. En Grande-Bretagne, où en est-on de l'affaire McCann? Le couple, toujours soupçonné par la police portugaise, organise sa défense. Des experts en communication les encadrent désormais. Une nouvelle campagne d'affiches pour la petite Maddie est prévue. En Angleterre, le pays et la presse sont partagés. Pas de doute, en revanche, pour le milliardaire Richard Branson. Il a choisi de les soutenir. Maryse Burgot et Dominique Marotel. Les époux McCann sont pratiquants. En ce dimanche matin, ils vont à l'église. Ils y trouvent, disent-ils, dans un communiqué, le réconfort qui leur permet de ne pas s'effondrer. Difficile en effet d'affronter une certaine réalité. Un sondage montre ce soir que seulement 20% des Britanniques les estiment innocents. L'opinion semble se retourner, un changement d'humeur que démentent catégoriquement les amis des McCann. Toutes les marques de solidarité que nous avons reçues ces dernières semaines montrent que les gens restent de notre côté et dans leurs prières il y a toujours une place pour Maddie. Pour mieux tenter de convaincre que le public ne les lâche pas, les McCann font publier ces photos. Elles montrent des centaines de lettres de soutien reçues chaque jour par le couple. La communication reste décidément au cœur de cette affaire. D'ailleurs, le très médiatique patron de Virgin, Richard Branson, a décidé d'aider les McCann. Il offre 150 000 € pour que Jerry et Kate puissent payer leurs prestigieux avocats. Les McCann sont médecins tous les deux. Ils ne sont pas retournés travailler depuis la disparition de leur fille. Selon eux, elle est toujours vivante. Ils ont d'ailleurs décidé hier de lancer une nouvelle campagne d'affichage sur toute l'Europe. Le visage de Maddie va donc continuer à hanter la Grande-Bretagne. Aux États-Unis maintenant, ces images d'un incendie qui touche le parc de San Bernardino en Californie, situé à 130 km de Los Angeles. 5000 personnes ont dû être évacuées. Un feu alimenté par les vents violents et qui touche une zone qui souffre de la sécheresse depuis maintenant plusieurs semaines. Les incendies qui sont toujours dans les mémoires en Grèce en ce jour d'élection. Le peuple a-t-il choisi de renouveler sa confiance à son Premier ministre Kostas Karamanlis, qui a été la cible de vives critiques après sa gestion des feux qui ont ravagé le Péloponnèse? Eh bien, les premières estimations semblent lui être malgré tout favorables. Richard Binet. Dans certaines communes du sud du Péloponnèse, il ne reste plus un arbre debout pour coller une affiche. Le village de Maskito porte toujours les stigmates des incendies d'août dernier. Et c'est dans un préfabriqué que les habitants sont allés déposer leur vote, même si souvent, le cœur n'y était pas. Pour nous, ces élections, c'est quelque chose d'inimaginable, de presque irréel. On est si loin de tout ça. Selon les dernières projections, le parti conservateur de Kostas Karamanlis obtiendrait la majorité des sièges au Parlement. Mais cette victoire annoncée il y a 2 mois comme écrasante est restée incertaine jusqu'aux dernières minutes du scrutin. Car entre-temps, il y a eu cet été meurtrier, ces flammes qui ont ravagé la Grèce jusqu'aux portes d'Athènes. 66 morts, 200 000 hectares de forêt partis en fumée. Le gouvernement avait dû faire appel aux pompiers de 16 pays d'Europe pour venir à bout des incendies. À la nuit tombée, des milliers de Grecs se retrouvaient au centre d'Athènes pour dénoncer l'incurie du gouvernement Karamanlis. Vu les dégâts, le gouvernement aurait dû démissionner immédiatement. Ce soir, les partisans du Premier ministre sortant ont fêté leur victoire avec une retenue inhabituelle. Les rues d'Athènes paraissaient étonnamment calmes, comme si les incendies de cet été étaient encore dans les esprits. Tentons maintenant d'en savoir un peu plus sur les arcanes du pouvoir du Kremlin. Difficile de cerner les ambitions à venir du président Vladimir Poutine. La seule certitude est qu'il ne pourra pas se présenter à sa propre succession. Mais alors, comment pourrait-il garder les clés du pouvoir? Eh bien, cela passe apparemment dans un premier temps par la nomination d'un homme lige, son nouveau Premier ministre, Claude Sampère. L'homme qui s'avance devant le Parlement russe était il y a quelques jours encore un illustre inconnu. Il s'appelle Viktor Zubkov. Le président russe, Vladimir Poutine, vient de le nommer Premier ministre. Un petit discours,
quelques applaudissements, et l'homme paraît tout surpris de se voir nommer un tel poste et de recevoir un tel cadeau. Cette nomination surprise soulève beaucoup de questions en Russie. Cela fait des mois que Vladimir Poutine réfléchit à sa succession. Cet été en vacances, le président, toujours très populaire, s'est laissé filmer de près. Torse nu, au bord d'une rivière, avec un couteau de chasse à la ceinture, ou un peu plus tard, en pleine action, lors d'une partie de pêche. Image d'insouciance, de tranquillité, de force et de puissance aussi. Vladimir Poutine a aujourd'hui un problème. En mars 2008, il ne peut pas se représenter à l'élection présidentielle, il a déjà accompli 2 mandats. Alors tout le monde se demande si ce nouveau Premier ministre surprise ne sera pas dans quelques mois le successeur de Poutine. Et certains pensent même que Viktor Zubkov pourrait rester 4 ans président et repasser ensuite la main à Vladimir Poutine. En 1999, Boris Yeltsin avait nommé Premier ministre un illustre inconnu, Poutine. Et 1 an plus tard, cet ancien patron des services secrets devenait président. Aujourd'hui, tous les spécialistes de la Russie se demandent si en fait Vladimir Poutine n'est pas en train de verrouiller sa succession et d'assurer son retour au pouvoir pour 2012. Dans un pays où le système politique ne brille pas par sa transparence, c'est seulement dans quelques mois, voire quelques années, que l'on comprendra exactement l'importance de la nomination de Viktor Zubkov comme Premier ministre. Voilà une phrase qui pourrait susciter des commentaires. Elle a été prononcée ce soir par le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, invité du grand jury RTL. Celui-ci était interrogé sur la crise du nucléaire iranien et le ministre a été très clair. Il n'a pas hésité à envisager le pire. On l'écoute. Nous négocierons jusqu'au bout. Mais en même temps, nous devons nous préparer et de la meilleure façon pour montrer que nous sommes sérieux et que nous n'acceptons pas cette menace. Qu'est-ce que veut dire il faut en même temps se préparer? Mais ça veut dire qu'il faut se préparer au pire, c'est-à-dire montrer... Et on fait quoi pour se préparer au pire? C'est la guerre, monsieur. Oui. Et on se prépare comment? Mais on se prépare en essayant d'abord de mettre des plans au point qui sont l'apanage des états-majors, mais ça c'est pas pour demain. Mais on se prépare en disant, nous n'accepterons pas que cette bombe soit construite, suspendez l'enrichissement de l'uranium, et on vous montre que nous sommes sérieux en proposant, ça n'est pas fait pour le moment, nous y travaillons seulement, rien n'est fait, il n'y a pas eu de résolution, mais nous proposons que des sanctions plus efficaces soient éventuellement mises au point. La page politique de ce dimanche avec le retour devant les militants du MoDem de François Bayrou, revendiquant 45 000 adhérents. Le 3e homme de la présidentielle doit définir la ligne et le positionnement de son mouvement. Il a commencé à le faire ce matin à Seignos, dans les Landes, et sa cible privilégiée s'appelait aujourd'hui Nicolas Sarkozy. Thierry Curtet, Catherine Juste. Mais qu'est-il donc devenu ? L'espérance créée par son score à la présidentielle avait été douchée par la maigre récolte des législatives. 4 députés seulement. Un score qui pour certains promettait à l'expérience François Bayrou une sévère traversée du désert. Dans le désert, généralement, on est tout seul. Pas mon cas. Car le MoDem revendique désormais 45 000 adhérents, venus pour 25% de la gauche, 25% de l'UDF, 50% n'ayant jamais milité. Pour ses premières universités d'été, cette diversité s'est confrontée. Atelier préparation des municipales. Ces militants viennent de Champagne. Autour de la table, un socialiste reconverti, un UDF historique. Il ne se pose qu'une seule question. Quelles alliances pour les municipales? La droite ou la gauche? Moi, je ne veux pas entendre parler d'alliance, éventuellement de partenariat, sur des projets en effet, sur des actions pour lesquelles on retrouve des partenaires avec lesquels on peut mener ce type d'action, mais pas d'alliance. L'alliance, c'est vraiment politicien. L'UDF politicienne, c'est terminé. Maintenant, c'est le MoDem. Un parti indépendant dans ses choix, voilà ce que veut François Bayrou. À la tribune, il définit ses valeurs, à l'opposé de la vénération de l'argent prêté à Nicolas Sarkozy. Les signes multipliés au monde de l'argent, au CAC 40, aux milliardaires, à l'univers du Fouquet's, la pipolisation de la société, les vedettes éphémères, eh bien tout cela fait un système. Et ce système, je le crois, ce n'est pas le choix fondamental, historique des valeurs de la France. François Bayrou tente de retrouver des accents de sa campagne présidentielle. Il espère créer un élan qui le poussera jusqu'aux élections municipales, capitale pour le MoDem. Autre retour avec ces images, celle de Lionel Jospin. L'ancien Premier ministre participait aujourd'hui à Paris avec ses proches à une journée de réflexion en présence de Bertrand Delanoë. Il affirmait que le prochain congrès du Parti socialiste en 2008 ne devait pas être un congrès transitoire.
La question des régimes spéciaux, des retraites sera cette semaine au cœur de l'actualité. Plusieurs représentants syndicaux ont d'ailleurs pu en discuter avec le président de la République ce week-end. Reste à savoir l'attitude des uns et des autres. Pour Force ouvrière, Jean-Claude Mailly s'est dit prêt à discuter, mais sous condition. Il était ce soir l'invité d'Europe 1. S'il ne passe pas en force, s'il ne met pas les gens avec une épée dans le dos et qu'il accepte, enfin quand je dis le gouvernement, accepte de discuter sereinement en prenant le temps nécessaire d'utiliser tous les arguments, après on verra si quelque chose est possible ou pas. Mais ça suppose qu'il déborde ça, cette phase-là, sans butoir. Combien de temps il vous faut? Moi, j'en sais rien. Vous dites chaque fois j'en sais rien quand la question est précise. Ça dépend comment un dialogue évolue, s'il évolue bien ou pas. S'il évolue bien, ça peut être plus rapide que s'il évolue pas. Mais qu'ils discutent d'abord, qu'ils prennent le pouls des fédérations. Et si les fédérations concernées ne veulent pas que ça bouge, on sera derrière elles pour pas que ça bouge. Les régimes spéciaux, les ambitions pour la croissance, le rappel à l'ordre de l'Eurogroupe sur les déficits. Avec ces thèmes, le président de la République entame une semaine très attendue. Voyons concrètement quelles sont les questions politiques de ce dimanche avec vous, Gilles Leclerc. Tout d'abord, Gilles, apparemment, le président semble vouloir accélérer le calendrier. Il y a bien une volonté de la part du président de la République d'accélérer. Il y a trois raisons en fait. Le chef de l'État d'abord a été élu sur un programme avec des engagements. Il n'y aura donc pas de surprise. Nicolas Sarkozy fera ce qu'il a dit. Et après tout, indique-t-on même ce soir dans son entourage, François Fillon n'est pas le seul réformateur. Deux, les conditions politiques sont réunies pour avancer. Bon sondage, encore grande popularité, et puis la gauche n'a pas encore relevé la tête. Trois, et c'est là la principale raison, l'horizon économique est pas rose et le contexte économique sera plus difficile que prévu avec une croissance médiocre, un euro fort. Donc pour l'Élysée, il ne faut surtout pas traîner, il faut avancer. C'est le volontarisme que l'on connaît bien, cher à Nicolas Sarkozy. Alors est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur ces rencontres qui ont lieu ce week-end entre le président et les syndicats? Oui, alors le président a travaillé tout le week-end, samedi, dimanche, donc à la Lanterne, près de Versailles. Réunion avec des collaborateurs, beaucoup de coups de téléphone, à la manœuvre Raymond Soubi, son conseiller social, Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée, François Fillon, Xavier Bertrand, mais surtout en effet le président de la République s'en est ouvert directement aux responsables syndicaux, Jean-Claude Mailly qu'on vient d'entendre, François Chirec, Bernard Thibault, ils ont tous été sondés, testés, le chef de l'État a précisé ses objectifs, le calendrier et la méthode avec, dit-on, une volonté en tout cas de transparence. Un mot des rendez-vous clés cette semaine? Oui, alors mardi évidemment ce sera le discours clé, discours social, il y avait, vous vous souvenez, celui pour les chefs d'entreprise devant le MEDEF. Mardi ce sera en direction des salariés, il fixera le cap, il n'y aura pas de questions taboues, on parlera retraite, y compris donc régimes spéciaux, fonction publique, contrat de travail, sécurité sociale, une volonté sera affichée, convaincre qu'on peut aussi moderniser le social. Bref, si Nicolas Sarkozy ne veut pas imposer, il entend accélérer en tout cas les concertations en fixant même des dates butoirs. La méthode en fait c'est de s'attaquer au cœur des réformes en indiquant que chacun peut peut-être y trouver son compte, par exemple sur le pouvoir d'achat, par exemple sur la formation. Ça c'est en tout cas le schéma idéal vu de l'Élysée. Il faudra bien entendu attendre les réactions syndicales mardi soir, mais c'est vrai Laurent qu'on aborde une semaine sensible, je dirais même ultra sensible. On suivra ça de très près. Merci Gilles Leclerc. Enfin, pour clore cette page politique, sachez qu'André Santini, l'actuel secrétaire d'État à la fonction publique, a été victime d'un malaise cardiaque, et cela alors qu'il arrivait à Pékin. Le maire d'Issy-les-Moulineaux a été hospitalisé dans la capitale chinoise. Ses services ont fait savoir qu'il était conscient. Consommation, prenons ce soir des nouvelles du melon. Il est l'un des produits phares du panier des Français durant l'été et cette année il est arrivé à maturité avec un peu de retard. Résultat, le marché a été bousculé. Les raisons et les conséquences pour ce millésime 2007 avec Édouard Bergeon et Alain Darrigrand. Des tonnes de melons en décomposition, invendables, l'équivalent de 2 jours de récolte pour ce producteur du Haut-Poitou. Tout ce que vous pouvez voir, ce sont des déchets, tout ce qui est perdu du fait du mauvais climat de cet été. Seul un melon sur 2 est commercialisable, l'autre est laissé en plein champ lors de la récolte. Nombre de fruits portent les cicatrices de l'été pourri. Température fraîche, froid depuis juin, juillet, août, depuis 3 mois. Donc la plante a du mal à s'installer, à s'enraciner, les fruits à se mettre en place et la maladie, les champignons se mettent dessus. Résultat, 40% de pertes. De plus, mauvais temps égale 3 semaines de retard dans les récoltes. Les melons du mois d'août sont mûrs seulement maintenant. Sur le marché Notre-Dame de Poitiers, les clients sont peu nombreux à vouloir du melon. Un fruit qui se conserve peu de temps, à consommer quand il fait chaud. Aujourd'hui, demain ou après-demain? Aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que les robes sont bien jaunes. D'accord, très bien, merci. Il est vrai que la consommation ne sera pas la même. Les gens sont passés à d'autres fruits, aux fruits d'automne, fruits d'hiver. Mais bon, le melon reste encore un bon produit. 1 € le melon d'1 kilo sur le marché, 50 centimes au départ de chez le producteur.
Même à ces prix cassés, les stocks augmentent. La grande distribution impose sa loi et ne prend que les plus beaux fruits. Les plus petits, comme ceux-ci, sont donnés à des œuvres caritatives. Plutôt que de les jeter, nous on a fait le choix de les donner, soit ici c'est la banque alimentaire ou alors au Resto du Cœur, disons, pour que les gens puissent en profiter. Le melon est le deuxième fruit d'été préféré des Français après la pêche. Et paraît-il, celui de septembre serait encore plus sucré et désaltérant. Vraiment excellent. Foie de melonnier. La décision va vous paraître étonnante, mais les instances de Bruxelles ont décidé de continuer à taxer fortement les nouvelles ampoules basse consommation. Elles sont pourtant plus économes, plus écologiques, et elles sont donc l'avenir. Alors pourquoi cette décision? Réponse avec François Baudonnet et Aurélien Chapalin. Une bonne vieille ampoule à filament. C'est en fait un petit chauffage électrique. Les ampoules traditionnelles, qui équipent encore la majorité des foyers européens, transforment en effet 95% de l'énergie en chaleur et 5% seulement en lumière. Autant dire qu'elles sont de grosses consommatrices d'électricité et donc facteurs de pollution et de gaz à effet de serre. La solution, les ampoules à basse consommation. 5 fois moins gourmandes en électricité, oui, mais aussi jusqu'à 10 fois plus chères. Car dans les magasins européens, les 3/4 des ampoules à basse consommation proviennent de Chine. Et l'Europe les taxe à hauteur de 66%. Une taxe que Bruxelles vient de décider de maintenir pour 1 an supplémentaire. Les associations de défense de l'environnement s'insurgent. Cette mesure de l'Europe est vraiment paradoxale puisque d'un côté elle lutte contre le réchauffement climatique par tout un tas d'autres décisions et d'un autre côté elle prend ces mesures qui vont freiner la disparition des ampoules à incandescence sur toute l'Europe. Et il est vrai par exemple que sur le site officiel de la Commission européenne, on y vante les mérites de ces ampoules économiques dont pourtant le prix ne baissera pas. L'Europe s'est en fait rangée derrière la position de l'Allemagne. Avec le maintien de cette taxe, Berlin préserve les intérêts d'Osram, son fabricant national d'ampoules basse consommation. En clair, bien qu'elle soit l'une des priorités de l'Union, la protection de l'environnement attendra. Environnement toujours avec cette conséquence du réchauffement climatique. L'image satellite que vous allez voir parle d'elle-même. Elle confirme que la fonte des glaces est bel et bien une réalité. Ainsi, une nouvelle voie est ouverte entre l'Atlantique et le Pacifique dans le Grand Nord. Voyons ce que tout cela va entraîner à court terme avec Laurence Decherf et Diane Richard. Un rêve vieux de 5 millénaires, traverser le pôle plus facilement. Les cargos vont enfin pouvoir naviguer par le passage du Nord-Ouest. Cette image satellite révèle que la calotte glaciaire arctique a fondu au point d'ouvrir la route au trafic maritime. Les images satellites prouvent clairement que la glace fond plus rapidement que d'autres années. D'ici 20 ans, ce nouveau passage au nord de la Russie sera sûrement navigable la majeure partie de l'année. Une aubaine pour les Américains, les Russes et même pour les Européens. Le canal de Panama, ici en bleu, sera désengorgé. Les bateaux passeront par le pôle Nord, tracé en jaune, pour se rendre en Chine. Un gain de 7000 km et 10 jours de navigation. Ce passage va sûrement nous ouvrir de nouvelles possibilités pour les transports commerciaux. Une bonne nouvelle pour le transport, un désastre pour la planète. Les photos satellites prises depuis 1979 prouvent que la glace a fondu. 100 000 km² par an depuis 10 ans et 10 fois plus rien que cette année. La moitié de la banquise permanente a disparu. Pourtant, la vie en dépend. Sous la banquise, vous avez le développement de micro-organismes qui vont être à la base du développement du plancton, des poissons, après des phoques et des ours et de la vie des Inuits et des autochtones. Donc ça veut dire que sans ce support très très important qu'est la banquise, vous perdez l'origine même de la biodiversité. Seule solution, s'il est encore temps pour les régions polaires, limiter le réchauffement climatique en réduisant nos gaz à effet de serre, pour que les ours, déjà affamés, ne disparaissent pas à tout jamais. Avez-vous été à nouveau 12 millions ce week-end à profiter des journées du patrimoine? Une chose est sûre, le succès est au rendez-vous et parmi les sites exceptionnellement ouverts, plusieurs lieux insolites comme la plus ancienne joaillerie au monde ou cette école de cuisine. Visite des coulisses avec François-Julien Pénoir et Arnaud Wust. Attention, vous êtes sur un chantier, soyez prudents s'il vous plaît. Bonne visite. Prise de tête, les journées du patrimoine. Il y a tellement de lieux à visiter, 15 000 y paraît, alors casque obligatoire pour éviter le mal de crâne et surtout la chute de vieilles pierres du 18e sur le chantier de rénovation de l'hôtel de la Marine. Dites-moi, les journées du patrimoine, ça devient dangereux là, j'ai l'impression. Ah là, c'est carrément l'aventure. Non, c'est pas dangereux du tout, mais c'est agréable de venir voir ce que l'on fait sur
nos anciens monuments. Et pour les fous de patrimoine, les malades mentaux de la culture, l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne ouvre sa collection de peintures réalisées par ses patients. C'est pas un peu fou de venir dans un hôpital psychiatrique? Si, c'est absolument complètement fou de venir dans un hôpital psychiatrique, ça c'est sûr, mais c'est porte ouverte. Donc porte fermée, j'espère tout à l'heure, mais pas pour moi, voilà. Maintenant les bouchées, vous pouvez faire des bouchées de fruits de mer, des bouchées de poisson. La culture, vous savez bien, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Mais ici, on sait de quoi on parle, du patrimoine gastronomique. Aujourd'hui, recette des bouchées à la reine, à l'école française de cuisine. Et à la fin, nos allemands, ils ont écouté. Vous préférez les vieilles pierres ou les bonnes recettes comme ça là? Les bonnes recettes. Pourquoi? Parce que je suis un peu gourmande. La cuisine, c'est la France, il n'y a pas de problème. Hein. On est les meilleurs. Tout à fait. Dans les beaux quartiers, les pierres à visiter aujourd'hui sont précieuses. La maison Mellerio est la plus ancienne joaillerie du monde. Premier caillou travaillé en 1613. Il y a de l'eau pour refroidir la pierre. Il faut que je tourne 8 fois avec la même pression et la même durée sur chaque facette. Dans le public, beaucoup de femmes, comme c'est curieux. Mais regardez à droite, même monsieur en prend plein les yeux. Qu'on n'est pas client de ces maisons, parce que bon, il faut quand même des moyens, ou qu'on n'a pas des pierres qui nous viennent de famille, eh bien c'était l'occasion rêvée aujourd'hui de découvrir ces métiers. Ah, si les journées du patrimoine pouvaient se tenir tous les week-ends et non une seule fois par an, on irait chaque lundi au boulot, peut-être un peu moins idiot. Le sport, ce week-end, tout d'abord marqué par cette nouvelle désillusion. En basket, cette fois, l'Euro a tourné au cauchemar, puisqu'après la défaite en quart de finale, l'équipe de Tony Parker devait au moins assurer sa place pour les Jeux Olympiques. Eh bien, les JO de Pékin se feront sans eux. Explication, Julien Benedetto et Jean-Philippe Guillard. Dans les yeux déçus de Parker à l'issue du fiasco, on pouvait lire cette question. Comment les Bleus ont-ils pu gâcher leur dernière chance olympique? Cette 8e place à l'Euro punit la France du basket. La génération au label NBA ne verra pas Pékin. Maintenant de repartir à zéro, tu vois, c'est un peu dur parce que je pense pas qu'on méritait ça quoi. Tout le monde en plus, tout le monde vient, tout le monde fait des efforts, tu vois. Nous on a des grosses saisons en NBA, on revient et après de se prendre ça dans la gueule, tu vois, c'est ça qui est difficile à accepter. Dans ce match de la peur contre la Slovénie, la France maîtrise son destin olympique dans les 3 premiers quart-temps. Passe laser, tir primé, Parker sort sa panoplie des grands jours. Mais les 31 points du meneur français sont balayés par l'insolente adresse de la Slovénie dans le dernier quart-temps, où les Bleus encaissent un terrible 37-17. Une défaite qui fait mal. À l'heure du mea culpa, les Bleus sont amers. On peut nous reprocher de ne pas mettre de panier, on peut nous reprocher un manque d'adresse extérieure, on peut nous reprocher un manque d'adresse au lancer franc, mais on ne peut pas nous reprocher notre engagement physique. Je pense qu'on se bat et on se donne à fond à chaque match. Pas de JO donc et l'obligation de passer par les qualifications pour le prochain championnat d'Europe. Des matchs compliqués qu'il faudra jouer sans Tony Parker, retenu par le championnat américain. Dans le reste de l'actualité sportive, le football avec Rennes qui s'impose à Lorient, le Paris Saint-Germain qui se relance en remportant son match à Monaco de la Formule 1 et le joli doublé de Ferrari à Spa-Francorchamps et l'un des matchs du jour de la Coupe du Monde de rugby. Tour d'horizon avec Christophe Duchiron. Aujourd'hui dimanche, l'entraîneur du PSG avait mis sa chemise du dimanche. Logique. Ce qu'il est moins, c'est que le PSG s'est imposé à l'extérieur pour la 2e fois de la saison alors qu'à domicile, les Parisiens n'ont pas encore gagné. Face à Monaco, ils ont ouvert le score en première période grâce à Armand. Ils vont mener 2-0 après 53 minutes de jeu quand Vianney conclut une belle action de la tête. En fin de rencontre, suite à un coup franc, Menez marque joliment pour Monaco, mais Paris s'impose en toute logique 2-1. Rouge sur rouge, rien ne bouge. Kimi Raikkonen devant Felipe Massa, c'est un doublé Ferrari au Grand Prix de Belgique. Mais au championnat du monde des pilotes, les concurrents de chez McLaren font toujours la course en tête. L'Espagnol Alonso, 3e aujourd'hui, revient à 2 points de l'Anglais Hamilton, toujours leader des conducteurs du dimanche. On appelle ça faire un carton plein. Premier carton rouge de la Coupe du Monde de rugby pour le Tongien Paulet, à cause d'un coup de poing. Un carton jaune pour son pote Toqué. Face aux Samoa, les Tonga ont terminé à 13 un match sévèrement musclé. Grâce à un essai de Taillonnet bien planqué sous un paquet de joueurs et 3 pénalités, les Rouges l'emportent 19-15. Juste après la rencontre, une prière pour remercier Dieu et s'absoudre peut-être de quelques vilains péchés.
Rugby, toujours. Comment les choses vont se passer ce soir sur la pelouse du Stadium de Toulouse? L'équipe de France joue sa deuxième carte dans cette Coupe du Monde. Elle a déjà, on le sait, utilisé son joker. Une chose est sûre, la ville rose est plus que jamais ce soir la ville du rugby. Muriel Lassaga, Jean-Yves Blanc. Ils attendent, presque fébrilement. Sur la place du Capitole, les Bleus sont à toutes les sauces, mais le cœur des Toulousains est en rouge et noir. Pourquoi il fallait être à Toulouse ce soir? C'est mieux, il y a une meilleure ambiance. Devant la télé, bon, il y a les commentateurs en plus. C'est pour supporter Michalak, Quatrenaut, tout ça les Ah ben oui, forcément. Surtout Michalak. Ce que j'attends des Toulousains, c'est d'avoir une super ambiance sur le stade déjà. Et puis après, on va encourager cette équipe de France pour qu'elle fasse un super match. Certains s'y sont préparés depuis longtemps et assurent les derniers fondamentaux quelques mètres avant le stade. Ici, on est dans un pays du rugby, alors on est sûr, je pense qu'ici, il va être supporté par 40 000 personnes. Alors, ça va être de la folie dans le stade, c'est pour ça qu'on arrive trop tard. Et la pression monte pour les Toulousains, c'est ce soir que la Coupe du Monde débute réellement. Ce qui m'inquiète, j'aimerais que l'Irlande batte l'Argentine, évidemment, pour qu'on finisse premier. Mais ça ne sera pas évident. Mais bon. En tout cas, la Coupe du Monde elle commence aujourd'hui, pour la France. Pendant ce temps, vers 19h, les joueurs ont quitté leur hôtel. Certains relookés pour la circonstance, peut-être le signe d'un renouveau. En tout cas, tous les supporters attendent le grand soir. Le sport automobile est en deuil avec le décès de l'Écossais Colin McRae. L'ancien champion du monde des rallyes a trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère dans lequel se trouvait également son fils de 5 ans et 2 autres passagers. Colin McRae pilotait cet hélicoptère au-dessus d'une région boisée près de son domicile en Écosse. Et puis à Paris, cette course symbolique à pied et pour la bonne cause. 13 000 femmes ont pris le départ de la Parisienne, une mobilisation devenue une tradition pour lutter contre le cancer du sein. 6,5 km à pied autour de la Tour Eiffel. Cinéma avec la sortie mercredi d'Un cœur invaincu, un film signé Michael Winterbottom dans lequel on retrouve Angelina Jolie. Celle-ci interprète l'épouse du journaliste américain Daniel Pearl, assassiné au Pakistan. Un long métrage produit par son compagnon Brad Pitt que nous dévoilent Pascal Deschamps et Vincent Bouffartigue. Aux marches du palais ce soir-là, il y avait un couple de stars aux côtés d'une femme et d'un petit garçon, Adam et Marianne Pearl, venus honorer la mémoire de Daniel Pearl, journaliste kidnappé et égorgé au Pakistan. Dans son livre, Marianne Pearl racontait son combat pour retrouver son mari, un livre dont elle a accepté de vendre les droits au couple Pitt et Jolie. Le prémisse de ce film et de cette relation, c'était la confiance. Parce qu'évidemment, je pense surtout à mon fils qui verra un jour ce film. C'est un grand moment de douleur et qu'il ait été interprété par quelqu'un qui m'aime. Ça signifie beaucoup pour moi. Madame Pearl, le groupe qui détient votre mari a donné un ultimatum de 24 heures aux États-Unis pour répondre à leurs exigences. Sans quoi, disent-ils, ils tueront votre mari Daniel. Le film reconstitue sans esbrouf les 6 jours d'enquête, d'angoisse et leur tragique dénouement, mais surtout la constante dignité de Marianne Pearl. C'est l'une des premières productions de Plan B, la société d'Angelina Jolie et Brad Pitt, et certainement celle dans laquelle ils se sont le plus investis. Je doute qu'il y ait dans cette salle une personne qui ait plus de raisons de haïr que Marianne. Et elle n'a aucune haine. C'est une femme pleine de compassion et qui croit que seul le dialogue peut rendre les choses meilleures. Elle est forte. Elle ne se présente pas comme une victime. La façon dont elle est sortie de l'épreuve m'impressionne énormément. Je voudrais rappeler à ces hommes que mon époux et moi sommes tous 2 journalistes. Nous sommes 2 êtres qui se sont rencontrés et qui sont tombés amoureux l'un de l'autre parce qu'ils partagent le même idéal. Depuis que nous nous connaissons, pas une fois je ne l'ai surpris à tricher. Le film est dédié au fils de Daniel Pearl, mais aussi aux 230 journalistes tués depuis sa mort dans l'exercice de leur métier. Et puis sachez que pendant une semaine, dans tous les cinémas de France, pour une place achetée, vous en aurez une seconde à 1 € seulement. Une opération parrainée cette année par Bernard Campan, Claude Miller, Ariel Mallet et Julie Gaillet.
Avant de terminer ce journal, l'image du jour, c'est celle de cet accident d'avion sur l'aéroport de Phuket en Thaïlande. Le dernier bilan fait état de 88 morts et 42 blessés. On compte ce soir un Français parmi les victimes. Voilà pour l'actualité de ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. Soirée cinéma ce soir à 20h50, un air de famille de Cédric Clapiche. Et puis à 23h, un James Bond, l'espion qui m'aimait. Avant cela, la météo, Nathalie Riouet. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Élise Lucet à 13h et David Pujadas à 20h. Passez une très belle semaine.